Je voudrais vous montrer une carte du nord de l'Europe. Je vais demander à Aurélien Hamel, qui est dans la régie, de montrer cette carte. Vous allez voir cette carte du nord de l'Europe et vous allez y voir la mer Baltique qui est délicatement hachurée. Vous voyez cette mer Baltique, voilà. S'architecture, elle part du Danemark et elle remonte là le long des côtes des pays baltes, Finlande, Suède, etc. Et alors là, il s'est passé un truc totalement fou. Alors vous voyez, la mer Baltique, il y a deux toutes petites sorties qui sont russes. L'enclave de Kaliningrad et plus au nord, un petit bout de Russie, juste au-dessus de la Lettonie. C'est quoi ça s'appelle? Saint-Pétersbourg. Ah ben c'est Saint-Pétersbourg, oui, Saint-Pétersbourg. Avec Kronstadt devant, oui. Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Mais pour le reste, c'est des pays occidentaux, même des pays de l'OTAN, à tel point que certains disent que la Baltique est une mer de l'OTAN, d'où notre chapitre suivant, Solène Rioux. Avec une question. Est-ce qu'on pourrait miner la mer Baltique? Ouais. La fermer, en faire notre Alors, donne quelques éléments de réponse quand même, peut-être avant de... Vous voulez déjà répondre? Allez-y. Allez, je vous présente rapidement, je vais aller vite. C'est ce que propose l'Estonie dans son rapport annuel sur ses forces de défense, par la voix de son commandant des forces de défense estoniennes, qui dit ceci, regardez, avec la Pologne, la Suède, la Finlande, qui viennent de rejoindre l'OTAN, on le rappelle, nous devrions être en mesure d'atteindre l'un de nos objectifs clés, l'éventuel blocus de la mer Baltique. Mais est-ce que c'est faisable? Eh bien, visiblement oui, parce qu'il poursuit en expliquant ceci. La marine dispose actuellement de mines navales et de missiles anti-navires en service. Mais pour quelle efficacité? Eh bien, visiblement, selon ce même commandant, cela rend extrêmement improbable qu'un agresseur puisse déployer des défenses navales et aériennes en mer Baltique, ce qui nous permet de fournir un soutien aérien et naval allié. Alors, est-ce que c'est suffisant pour contrer l'ennemi russe? La réponse tout de suite de l'amiral Vichot, qui était invité d'Amélie Carrouer il y a quelques minutes. C'est normal que les Suédois, les Finlandais et tous les pays baltes se préparent à ce genre de choses et qu'ils étudient des plans pour pouvoir effectivement, éventuellement bloquer Kaliningrad et Saint-Pétersbourg, puisque, comme vous le soulignez fort bien, ce sont les deux grands ports militaires de cette zone-là. Et que c'est un peu comme la mer Noire, hein. La mer Baltique, c'est une mer fermée, elle est bloquée par les détroits du Danemark, qu'on ne voit pas sur cette carte, et les renforts possibles qui arriveraient de la flotte du Nord par moments devraient d'abord longer les côtes de la Norvège pour arriver jusque-là. Ils franchir les détroits pour s'arriver jusque-là. Donc on comprend que les renforts sont compliqués. Et donc, qu'il y ait un plan de blocus, oui, bien sûr. S'il doit y avoir un conflit un jour entre l'OTAN et la Russie, il y aura un blocus de la Baltique. Ça, c'est absolument certain. Et c'est normal de le préparer. Mais voilà, c'est pour une guerre éventuelle, c'est pour préparer la guerre. Ça, c'est l'amiral Vichot, c'est ça, hein? Renaud, vous vous souvenez? C'est une des interviews les plus incroyables qu'on ait fait ici dans cette émission. Ce monsieur a été le pacha, il a commandé des sous-marins nucléaires français, le Téméraire. Il nous a tout raconté. Et il nous a raconté pendant une demi-heure la vie d'un commandant de sous-marin nucléaire français. C'était, personne n'a moufté pendant une demi-heure sur ce plateau. Silence absolu. Ouais, grand moment de télé. Vous avez grand moment de télé. En plus, en même temps, un collègue de TF1 de l'intérieur. Incroyable. Incroyable. Bon, en tout cas, là, il nous dit quoi? Solène? Il nous dit qu'en gros, c'est normal que les États baltes veuillent se protéger de toute façon avec le voisin russe qu'on connaît expansionniste. Donc voilà, il dit que c'est normal de vouloir protéger la Baltique. Juste avant d'aller vers vous, Sergueï Girnov, parce que le général Richoux avait déjà quelque chose à dire tout à l'heure, mais général, on peut facilement miner la Baltique comme ça? En temps de paix, certainement pas déjà. Mais qu'on puisse la miner en temps de guerre, oui, on peut le faire partout. Le problème des mines, c'est que c'est indiscriminant. Je ne crois pas que ce soit les mines. Les mines, elles peuvent, par exemple, bloquer l'entrée du port de Kaliningrad pour les empêcher de sortir. C'est le problème qu'on a eu dans la mer Noire. Mais en même temps, si vous les laissez dériver en mer, vous risquez autant de sauter dessus que les navires russes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Baltique, c'est Mare Nostrum, c'est vraiment Mare Nostrum, et d'autant plus grâce à notre mer. Notre mer à nous, otaniens. Voilà, c'était ce que disaient les Romains de la mer Méditerranée. C'est notre mer. Donc là, c'est notre mer. C'est une mer de l'OTAN. D'autant plus que, et maintenant, il y a la Finlande qui était neutre, qui a rejoint, la Suède également, et puis la Suède qui, en face de Kaliningrad, a une île qui s'appelle Gotland, donc qui menace directement l'entrée de Kaliningrad. Donc, ce qui est clair, et puis, quand vous regardez, pour sortir de la Baltique, il y a le détroit des Jutland. Il y a eu des très très gros combats en 1914 là-bas. Et donc, pour franchir les détroits des Jutland, quand on est navire russe et gagner la haute mer Atlantique, je leur souhaite bon courage. Le Jutland,
c'est le Danemark. C'est le Danemark, là, voilà, entre le Danemark et la Suède. Vous voyez, donc là, il y a eu des très gros combats pendant la guerre avec les Allemands et puis les Anglais notamment. Juste techniquement, des mines, ce sont des engins flottants dérivants, ce sont des engins qui sont entre deux eaux, qui peuvent être dans la profondeur, qui peuvent être. Alors moi je suis pas un spécialiste des mines, mais il y en a de toutes sortes. Ce que je pense là, c'est pour barrer cette mer Baltique, les missiles sont vraisemblablement les missiles air anti-navires sont certainement les plus efficaces et je pense que la flotte de Kaliningrad n'aura jamais le temps de sortir de son port. C'est quasiment impossible. Voilà. Ouais. Donc, non mais on parle de miner. Pourquoi vous parlez de missiles une mine, parce qu'il parlait de missiles aussi. Il a parlé de mines et de missiles. Je dis les mines, ça a un gros inconvénient, c'est indiscriminant. Alors qu'on les mette devant Kaliningrad, on le comprend. Si vous les disséminez dans toute la Baltique, vous interdisez votre propre navigation. Est-ce que des mines, ça pose un vrai problème. Est-ce que des mines peuvent toucher des sous-marins ? Bien sûr. Donc il y a des mines en profondeur. Alors le vrai problème que vous avez dans la Baltique, c'est qu'une mer qui est pas profonde, et c'est une mer qui fait en moyenne 30 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment un lac. C'est vraiment rien. Et donc là, il y a des petits sous-marins. Par exemple, les Allemands avaient développé pendant la guerre froide des petits sous-marins à 20-25 personnes, 6 torpilles dedans. Moi, je les ai visités à l'époque, et ils sont électriques et extrêmement silencieux, tapis sous l'eau et prêts à taper les bâtiments soviétiques. Vous parlez de sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, pendant la guerre froide. Là, actuellement, c'est une spécialité allemande en Baltique. Ils ont des sous-marins pas très grands. Ils sont capables de rester tapis, notamment dans les détroits, au sol, posés au sol, branchés sur l'électrique et d'attendre leur proie, pratiquement aussi silencieux quand ils ne bougent pas qu'un sous-marin nucléaire. En fait, l'Estonie frappe la Russie au point très sensible. Il faut comprendre que Poutine dit « Je suis l'héritier de Pierre le Grand ». Qu'est-ce que Pierre le Grand a fait pour l'Empire russe ? Justement, il a obtenu la sortie vers la mer. Saint-Pétersbourg, c'était ça. Ça veut dire que Pierre le Grand a obtenu ces sorties en battant les Suédois et en apprenant à construire des bateaux. Donc pour les Russes, c'est quelque chose qui est inné à la puissance maritime de l'Empire russe, et donc la mer Baltique, c'est quelque chose de très symbolique. En plus, il disait que en Ukraine, ils ont fait de la mer d'Azov leur mer à eux. C'est ça. Parce que comme ils ont conquis la Crimée et les deux parties de Kherson et de Zaporizhia, et donc en fait ils ont volé aux Ukrainiens la mer d'Azov qui leur appartenait à moitié. Et là, cette réponse des Estoniens, c'est ça. Vous avez fait de la mer d'Azov la mer russe, et ben nous, on est capable de faire de la mer Baltique notre mer. C'est se tirer une balle dans le pied quand même. Voilà. Non, parce que le commerce, même s'il a diminué depuis certes février 2022 et les sanctions, je voyais il y a quand même Tallinn déjà, Klaipėda en Lituanie aussi, il y a toujours du trafic commercial. Donc, tout à fait. Mais il y a autre chose aussi. Ça, si jamais on fait ça, Poutine, à ce moment-là, il nous fera le truc du corridor de Suwałki, parce que il va nous dire, puisque vous avez bloqué de l'autre côté, il y a des intérêts stratégiques et vitaux de la Russie qui sont atteints, et donc là, j'attaque la Lituanie. Juste, je rappelle, le corridor de Suwałki, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est le corridor entre la Biélorussie de Kaliningrad et la Biélorussie, voilà, ou entre la Lituanie et la Pologne. Mais en fait... Attendez, je vous passe le micro tout de suite. Je voulais vous montrer quand même, pour se remettre en mémoire, Vladimir Poutine, il y a quelques semaines, c'était à la fin du mois de mars, le 27 mars, voilà ce qu'il disait dans une interview, un journaliste qui lui posait la question de ses ambitions impérialistes vis-à-vis de l'Europe. Moi, envahir des pays d'Europe, jamais. Mais jamais. Ce qu'ils disent sur le fait que nous allons attaquer l'Europe après l'Ukraine est complètement absurde. C'est de l'intimidation ? De l'intimidation sur leur propre population dans le seul but de leur soutirer de l'argent. D'autant plus que l'économie est en train de sombrer, le niveau de vie est en train de chuter. C'est évident, c'est tout simplement évident. Tout le monde le reconnaît, ce n'est pas une sorte de propagande, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. Ils ont besoin de se justifier. Alors ils font peur à leur population avec une menace russe potentielle, tout en étendant leur diktat au monde entier. Jamais je n'attaquerai un pays de l'OTAN, sauf que
quand on voit ce genre d'images publiées par le même ministère de la Défense russe le 12 mars dernier, il y a quand même de quoi se poser des questions. Le ministère de la Défense russe qui expliquait alors qu'il s'agissait de ces appareils, de ces avions effectuant des vols prévus, je cite, au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique et de la mer Caspienne. Et puis, le ministère de la Défense russe qui avait quand même accompagné tout ça d'un communiqué en disant que ces vols impliquaient des bombardiers à longue portée Tupolev et des MiG-31, le tout équipé du fameux missile supersonique Kinjal. Rien que ça, Samantha, c'est quand même toute la complexité poutinienne de nous montrer ce genre d'image le 12 mars et puis le 27 mars de dire non, mais jamais on attaquera un pays de l'OTAN. On ne sait pas vraiment ce genre d'image qui personnellement me choque parce qu'il y a depuis des années des exercices, des démonstrations. Il y a une volonté de dire on est là. Avec des avions au-dessus de la mer Baltique, la mer Caspienne, la Méditerranée, la mer Noire. Non, ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est que cet homme qui dit jamais je n'attaquerai l'Europe, le même homme qui dit la Russie n'a pas de frontières, et le même homme qui a sanctionné des campagnes de publicité près de la frontière estonienne avec des grands posters sur lesquels il était écrit la Russie n'a pas de frontières. Donc si vous voulez, c'est ça. Et les Estoniens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait quelque chose de très intéressant. C'est que depuis, Sergueï a parlé du détroit, du corridor de Suwałki. Donc c'est cette bande de terre entre la Pologne et la Lituanie qui pourrait être un point qui pourrait bloquer les pays baltes. Et pendant très longtemps, les pays de l'OTAN avaient peur d'un éventuel blocus des pays baltes si ce corridor était pris. Maintenant que la mer Baltique est une mare nostrum, comme le dit le général, ce blocus n'est plus possible. Donc, si vous voulez, il y a eu un rééquilibrage des forces dans la mer Baltique, parce que maintenant, Poutine ne peut plus utiliser le corridor de Suwałki comme une monnaie d'échange, comme un chantage, et ça neutralise aussi Kaliningrad. Et les Estoniens l'ont très bien compris. Je ne pense pas que les Estoniens n'aient la vocation d'enfreindre le droit international et de mettre des mines aujourd'hui dans la mer Baltique. Mais ils disent, c'est possible. Donc attention, si vous nous provoquez trop, nous saurons nous défendre. C'est la seule chose qu'ils disent, et c'est vraiment renvoyer une balle à Poutine, parce que Poutine met la pression sur l'Europe depuis des années, avec ses missiles à Kaliningrad, avec ces espèces de demi-teintes sur Suwałki, avec son financement en Estonie des partis d'opposition anti-russes. Donc la Russie finance des partis anti-russes en Estonie, rien que pour créer le chaos. Donc voilà, je trouve que les Estoniens ont juste rééquilibré les choses.